Alexandre, le créateur de l'aura, n'avait qu'un seul but, disséquer ces techniques martiales pour prouver leur vacuité. Soudain, ses mains se mirent à trembler violemment. Le texte proclamait que Roman avait convoqué le monde pour annoncer une vérité. La méthode d'émission d'aura développée par l'empereur Alexander était viciée depuis ses fondations. Roman allait redéfinir le système entier, tracer une nouvelle voie pour l'escrime, et inviter Alexander à être témoin de sa propre obsolescence. Alexander grinça des dents, consumé par une haine brûlante. L'aura était sa plus grande fierté, l'essence même de son identité. Si seulement il avait exploré les profondeurs de la maîtrise martiale au lieu de rester aveuglé par son arrogance. Mais l'heure n'était plus au regret. La fureur explosait en lui. Ce Roman Démitrie avait l'audace de qualifier l'œuvre de sa vie de triviale et défectueuse. La guerre était déclarée. Un cri de rage pure déchira l'air. Alexander tremblait. Quelqu'un avait osé. Quelqu'un avait proclamé que sa création, l'aura, était imparfaite dès ses fondations. L'infériorité, l'envie, la colère, un maelstrom d'émotions trop violentes pour être contenues le submergeait. Consumé par ce venin, il prit une résolution glaciale. Il observera cette soi-disant révélation de ses propres yeux. Il verrait Roman Démitrie échouer. À l'association d'escrime du continent salamandé, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'auditorium bourdonnait. Roman avait nié les accomplissements de l'empereur Alexander et envoyé des invitations qui résonnaient comme une insulte pour chaque épéiste du territoire. Était-ce de la folie? Un défi suicidaire? Sergueï, le chef de l'association, se leva, grave. Je serai présent. Si c'est une hérésie, je la testerai moi-même. Sa voix était une menace. Si nous laissons faire, il n'y aura plus de place pour nos traditions. Nous devons trouver la moindre faille dans sa théorie et détruire sa réputation. Totalement. Au cœur de Démitrie, la tension était palpable. Le comte Conrad rapporta que le continent entier était en ébullition. Tous les regards étaient braqués sur Démitrie à présent. Et l'on s'inquiétait, si le nouveau système de Roman redéfinit l'aura elle-même, et que ce savoir fuite, c'est une catastrophe. Les techniques de Démitrie ne doivent pas être partagées. Roman garda le silence, son esprit dérivant vers les cendres de sa vie passée. Il repensa Nangung Jinchon, le plus grand prodige de son clan. Il revoyait la chute du Murim orthodoxe. Il revoyait l'épée du clan Nangung, réputée invincible, voler en éclats face à Baek Jungyuk. Cette humiliation avait marqué Nangung Jinchon. Se souvenant de l'adage « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même », Nangung Jinchon avait cherché à comprendre le culte démoniaque. Il pensait qu'en maîtrisant les arts martiaux du démon céleste, il atteindrait la transcendance. 1 an, 2 ans, 10 ans, et la révélation amère l'avait frappé. Les arts martiaux du culte n'avaient rien de spécial. C'était Baek Jungyuk lui-même qui était une anomalie. Frustré, enragé, Jinchon avait demandé « Pourquoi avoir révélé vos arts aux autres ?» Même après une décennie, il n'avait pas atteint la cheville du démon céleste. La réponse du démon céleste avait été cinglante, le désespoir. C'est ce que je voulais qu'il ressente. Avec le temps, la rancœur de la défaite s'efface. Mais en les forçant à étudier ces techniques, en les laissant toucher du doigt l'écart infranchissable, il leur enseignait leur propre insignifiance. Souviens-toi de ce désespoir, avait dit le démon céleste. Si tu n'as pas la force de le surmonter, alors agenouille-toi. Accepte que sous les cieux, seul le culte démoniaque règne en maître. Après ce jour, personne n'avait plus jamais osé se rebeller. Retour au présent. Le regard de Roman était d'acier. Il déclara à ses vassaux, le but de cette présentation est de révéler le principe fondateur. Je vais redéfinir l'aura et m'emparer de la gloire qu'Alexander détenait autrefois. Il ne s'agissait pas de charité, mais de domination absolue. N'ayez pas peur de l'exposition. En révélant cela, nous n'ouvrons pas une brèche. Nous créons une nouvelle ère où Démitrie sera la seule vérité. Quelques jours plus tard, le grand hall du château Démitrie bourdonnait d'un silence lourd, électrique. L'air y était saturé d'attente. Le roi Drake de Umberto, le front plissé par l'incompréhension, se pencha vers son voisin. Pourquoi inviter l'empire de Chronos, nos ennemis? C'est de la folie, murmura-t-il. Edwin Hector, le regard rivé sur les lourdes portes closes, répondit sans ciller. Ce n'est pas une démonstration, votre majesté. C'est un bouleversement. Roman n'est pas en train de dévoiler une technique, mais de redessiner la carte du pouvoir mondial. Il marqua une pause, pesant chaque mot. Cet homme est né conquérant. S'il parvient à ravir le titre de pionnier à la légende d'Alexander, Démitrie cessera d'être une province reculée. Ce sera le berceau de l'homme qui a tué l'ancien escrime. La voix d'un héros déchira l'atmosphère.
le seigneur Roman Démitri. Les portes s'ouvrirent. Roman entra. Pas de faste inutile, juste une autorité glaciale. Chacun de ses pas résonnait comme un verdict, irradiant une confiance qui fit frissonner l'assemblée. Il ne monta pas sur une estrade, il prit possession de la salle. Le système d'Alexander était une erreur. La phrase tomba comme un coup près. L'émission d'Aura telle que vous la connaissez, cette explosion violente et désordonnée de mana, est le comble de l'inefficacité. Pourquoi personne n'a-t-il jamais remis en cause ce dogme? Parce qu'Alexander était le premier? La vérité ne naît pas de l'ancienneté, mais de l'ordre. Dans la foule, le visage de Sergueï, président de la société d'escrime, se tordit de colère contenue. Roman l'ignora et poursuivit, sa voix devenant professorale, presque mystique. Les mages accumulent le mana en cercle pour le raffiner. Pourquoi les péistes devraient-ils être différents? Je propose une structure stable, un cercle interne. Le Dantian. Edwin écarquilla les yeux. Traiter l'aura comme de la magie? Joignant le geste à la parole, Roman dégaina. Le son de l'acier fendant l'air fut le seul bruit dans la salle. Contrairement aux guerriers classiques, aucune onde de choc ne fit trembler le sol. L'aura s'écoula de son corps, fluide, silencieuse, serpentant le long de la lame comme de l'eau vive, s'accumulant sans la moindre déperdition. « Regardez » dit-il en resserrant sa prise. La précision naît du calme. Sergueï observait, fasciné malgré lui par cette lueur sur l'épée. C'était trop calme. Trop pur. Un immense bloc de granit était placé au centre. D'un mouvement souple, presque paresseux, Roman abattit sa lame. Le rocher fut tranché net en deux. « Voici la magie du stockage », déclara-t-il. Ses yeux brillèrent d'une lueur acérée. Avant que les moitiés de pierre ne tombent, elles explosèrent soudainement en une pluie de fragments minuscules, preuve d'un contrôle absolu, retardé et dévastateur. L'audience restait pétrifiée. Drake et Edwin étaient sidérés par la démonstration de force. J'appelle cela le noyau d'énergie. Un espace pour le mana raffiné, identique au cercle d'un mage, mais forgé pour le combat. C'est la forme la plus pure des arts martiaux. Niez la réalité si vous le souhaitez, mais la révolution a déjà commencé. Roman rengaina son arme, le cliquetis métallique signalant la fin de la leçon. Je prends les questions. Une main se leva immédiatement. Sergueï se dressa, drapé dans sa dignité d'expert. Sergueï, président de la société d'escrime, annonça-t-il avec une courtoisie glaciale. Votre théorie est séduisante, seigneur Roman. Utiliser le Dantian comme réceptacle s'inspire brillamment de la magie. Mais vous oubliez une réalité fondamentale. Il fit un geste vers sa propre poitrine. Le mana est volatile, il coule librement. Comment comptez-vous le dompter dans le Dantian? De plus, les cercles proches du cœur, gorgés d'énergie vitale, nécessitent un temps d'activation bien trop long pour le chaos d'un duel. Si vous ne réglez pas cela, votre révolution n'est qu'un fantasme suicidaire. La salle retint son souffle. C'était l'argument fatal. Roman ne scia pas. Un léger sourire étira ses lèvres, celui d'un maître face à un élève lent. Votre question prouve seulement que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai choisi le Dantian. Le mana, dans sa course à travers le corps, se dépose temporairement en 3 points. Le premier, le noyau supérieur, réside dans le cerveau. Le second, le médian, dans le cœur. Vous avez raison, ces deux-là sont inadaptés au stockage de guerre. Sa main descendit lentement pour se poser sur son bas-ventre. Mais le troisième, le noyau inférieur, sous le nombril. Celui-ci est fondamentalement différent. C'est là que tout commence. Je vais vous livrer les preuves de la stabilité du Dantian inférieur. La déclaration fit vaciller le roi Drake sur son siège, tandis qu'un sourire satisfait étirait les lèvres du prince Edwin. Sergueï, lui, perdait pied. La panique se lisait dans ses yeux. Son monde s'effondrait. « Attendez !» s'écria-t-il, cherchant désespérément un défaut. Si nous combinions votre théorie à la puissance explosive d'Alexander, l'alliance des deux méthodes pourrait créer une synergie incroyable. Roman le coupa net, sa voix tranchante comme l'acier. Vous faites fausse route. Dès l'instant où le noyau d'énergie est formé, le mana se soumet à un contrôle absolu. Les explosions incontrôlées d'Alexander deviennent obsolètes. Contrairement au mage qui expulse le mana, l'épéiste doit le faire circuler en lui, nécessitant des réserves immenses. C'est pour cela que la méthode d'Alexander est, et a toujours été, une impasse. L'humiliation fut trop forte. Sergueï bondit de son siège, le visage pourpre. « Pourquoi » hurla-t-il, la voix brisée par la rage. « Pourquoi dévoiler une telle puissance ici? Devant l'empire de Chronos, nos ennemis jurés, vous leur offrez une arme pour nous détruire.
Roman afficha un sourire doux, presque compatissant. Il n'y a aucun complot, Sergueï. Cronos envoie sans cesse des rats pour voler nos techniques. J'ai simplement décidé de leur épargner cet effort. Il balaya l'assemblée du regard, défiant chaque nation présente. Je souhaite que le monde entier adopte ce système. Au fond de la salle, le cœur de Chris battait à tout rompre. Boum, boum. Ce qui n'était qu'un léger frisson devint une onde de choc émotionnel. Il revit l'instant où Roman, son seigneur, l'avait interrogé. « As-tu déjà vraiment remis en question ta façon de t'entraîner » Chris serra les poings jusqu'à s'en blanchir les jointures. Roman ne suivait pas les courants, il était le courant. Il ne se pliait pas aux dogmes, il les brisait. Une fierté brûlante envahit le regard du soldat. Si quelqu'un, un jour, parvient à surpasser cet homme, pensa Chris avec ferveur, alors il sera véritablement l'être le plus puissant de ce continent. La présentation s'acheva sous les applaudissements hésitants d'une foule qui comprenait à peine qu'elle venait d'assister à la fin d'une ère. Loin de là, au cœur de l'empire de Cronos, Alexander restait immobile, perdu dans une contemplation sombre. Un système d'aura stocké comme un cercle magique, murmura-t-il. Les souvenirs de sa vie antérieure remontèrent à la surface, amers. Il revit ce vagabond déguenillé qui s'était dit venir du Murim, jadis. L'homme avait raillé sa vision de l'énergie, mais n'avait jamais prononcé le mot d'Antian. J'ai perdu tant de temps sur des théories vides, réalisa Alexander avec froideur. Mais Roman avait fait le lien. Ce Roman Démitri n'était pas un simple noble de province. Le regard d'Alexander s'aiguisa. Roman devait être un artiste martial de premier ordre, venu, comme lui, de l'autre monde du Murim. De quelle secte vient-il? Des 9 grandes sectes? De l'Alliance unorthodoxe? Ou peut-être du culte du démon céleste? Il chassa cette pensée d'un revers de main mentale. Peu importait qui Roman avait été dans le Murim. Ici, dans ce monde, il restait une anomalie insignifiante face à la puissance de l'Empire. Mystique, ordonna-t-il sans se retourner. Une ombre se matérialisa derrière lui. Ordonne à tous nos espions infiltrés chez les Démitri de s'activer. Je veux chaque détail, chaque fragment de cet art martial. Mystique sourit, un sourire de prédateur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, bouleversant l'ordre établi du continent. Dans chaque dojo, dans chaque caserne, une seule question hantait les esprits des épéistes, oscillant entre l'espoir et la terreur. Pouvons-nous nous adapter, ou sommes-nous déjà des reliques du passé? L'ordre établi se fissurait. Les classements séculaires, jadis gravés dans le marbre, tremblaient sur leur base. Dans la fumée âcre d'une taverne locale, un homme haussa les épaules, résumant la pensée populaire d'une voix pâteuse mais lucide. Lucas répliqua incognito. On s'en fiche des raisons de Roman. Ce qui compte, c'est que la balance du pouvoir a penché. Si tu ne veux pas finir en chair à pâté, tu vas chez les Démitri. C'est la seule vérité qui vaille. Ce jour-là, Démitri cessa d'être une province oubliée. Elle devint la Terre Sainte. Le duopole impérial qui gouvernait le continent depuis toujours se fractura, laissant place à une lutte triangulaire féroce. Ailleurs, dans une ruelle sombre d'une cité frontalière, Scott, enveloppé dans sa cape, pressa le communicateur. Sa voix n'était qu'un murmure nerveux. Ici Scott. Je continue la collecte d'informations sur les arts martiaux des Démitri. Il marqua une pause, le doute rongeant ses certitudes. Mais, est-ce bien utile? À l'autre bout, le silence. Scott coupa la transmission. Roman Démitri défiait le sens commun. Il ne traquait pas les espions. Il leur donnait ce qu'ils étaient venus voler. Scott rangea l'appareil, une sueur froide dans le dos. Je reste, décida-t-il. Je dois voir. Si Démitri a vraiment le pouvoir d'écraser Cronos, il faudra que je trouve un moyen d'évacuer ma famille. Le camp d'entraînement bourdonnait. Chris, le commandant, haranguait les nouvelles recrues avec une fierté contagieuse. Mais Scott n'écoutait que d'une oreille. Il fixait le papier dans sa main. Numéro 98. Aboya un scribe. C'était son tour. Scott entra dans la tente, le cœur battant la chamade. Le greffier ne leva même pas les yeux, pointant une chaise. Assis. Vérifions ça. Scott, 38 ans. Originaire du royaume d'Umberto. C'est bien ça? Oui, confirma Scott, la gorge sèche. Le scribe griffonna. La garde personnelle du seigneur Roman est une élite. Solde mensuel de 30 pièces d'argent en plus des primes de risque en temps de guerre. Vous avez de la famille? Oui. Une femme et un fils. Répondit Scott. Où résident-ils? C'était la question piège. Mentir? Impossible, il vérifierait. Dans l'empire de Cronos,
avoua Scott, se préparant au pire. Le scribe s'arrêta. Il consulta une fiche, puis hocha la tête calmement. Ça correspond à nos dossiers. Scott se figea, le sang drainait de son visage. Ils savent. Ils savaient tout depuis le début. Il attendait les chaînes, l'arrestation, l'exécution. Mais le scribe reprit, d'un ton purement administratif. C'est une formalité pour l'assurance. Si vous mourrez en mission, la compensation leur sera versée et vous serez honorés comme héros de guerre. Le fait qu'il soit à Chronos, ce n'est-il pas un problème? Balbutia Scott, incrédule. Le scribe sourit pour la première fois. Aucun problème. Tant que vous servez bien, votre passé ne nous regarde pas. Scott sortit de la tente, chancelant, l'esprit en vrac. Ici, on ne jugeait pas l'homme sur ses origines, mais sur sa loyauté présente. C'était terrifiant d'efficacité. L'air était brûlant dans l'atelier des forgerons. Hendrik, le maître forgeron, tournait autour de Scott comme un maquignon évaluant une bête de prix. Ancien mercenaire, hein? Bonne condition physique, grogna Hendrik. Mais, il tapota la jambe droite de Scott. Tes jambes sont inégales. Et tes doigts, plus courts que la moyenne. La prise sur une arme lourde doit être maladroite. Scott écarquilla les yeux. Comment avait-il vu ça en quelques secondes? C'est vrai. Hendrik fit un signe à ses apprentis. On va corriger ça. Ton équipement sera fait sur mesure. Sur mesure? S'étouffa Scott. Il fit le calcul mentalement. Le coût d'une telle armure dépassait ce qu'il avait gagné en 10 ans de mercenariat. Pourquoi tant d'efforts pour un simple soldat? Hendrik planta son regard dans celui de l'espion. Son visage, noirci par la suie, devint grave. Chez les Démitri, il n'y a pas de simples soldats. Le jeune maître Roman mène ses hommes depuis la première ligne. C'est notre devoir de veiller à ce que vous surviviez pour le soutenir. Ces petits détails, c'est la différence entre la vie et la mort. Et ici, on ne gâche pas la vie. Scott resta silencieux, submergé. Il était venu infiltrer une armée ennemie, et on lui offrait une armure taillée pour sa survie, financée par l'homme qu'il devait trahir. Hendrik jura de lui forger une arme sur mesure. Mais le temps des promesses s'évapora aussitôt. Place à l'enfer de l'entraînement. Scott s'attendait à une routine militaire classique, brutale mais prévisible. Chris ne leur laissa aucun répit. 40 kilos. Aboya Théil en désignant leur barda. Ce n'est pas une excuse pour traîner les pieds. L'endurance, c'est votre survie. Scott se trompait. Au premier rang, botte dans la boue, marchait Roman Démitri. Int, un vétéran de la garde, le sortit de ses pensées, un sourire en coin. Les autres commandants hurlent depuis l'arrière-garde, n'est-ce pas? Pas le seigneur Roman. Il mène la meute. Si tu ne peux pas tenir le rythme actuel, tu ne mérites pas de mourir pour lui. Scott comprit les mots de Int. Cela signifiait que Roman ralentissait son rythme express pour eux. Donne tout ce que tu as, le bleu, souffla Int. Ce n'est que le début. Le soleil déclinait, transformant l'entraînement en torture. Les poumons brûlaient, les jambes tremblaient. Soudain, un bruit sourd, une recrue venait de s'effondrer. Scott se figea, horrifié. Mais avant même que la poussière ne retombe. Un soldat de Roman avait hissé l'homme inconscient sur son dos, tandis que Tint s'emparait de son équipement sans rompre la cadence. Une force brute. Une discipline de fer. Scott frissonna. Ces hommes sont-ils des démons? 10e jour. Le verdict tomba, aucun abandon. Chris les rassembla, l'air grave. L'heure de la véritable initiation avait sonné. Oubliez vos muscles. Nous passons à la cultivation interne. Voici la technique d'Azura. Le cœur de Scott s'emballa. Le secret de la force monstrueuse des Démitri était là, à portée de main. Assis en tailleur dans la poussière, entouré de soldats fébriles, il ferma les yeux, cherchant la résonance. Le temps s'étira. 1 heure. 2 heures. 3. Rien. Juste le noir et le silence. Le vieux désespoir du mercenaire raté remonta à la surface. Je n'ai aucun talent. J'ai échoué 1000 fois à devenir un épéiste d'aura, pourquoi cela changerait-il? Et soudain, un frisson. Une onde, tantôt brûlante, tantôt glaciale. Une énergie caressa sa peau avant de s'insinuer dans ses veines. Le mana. Il le sentait. En quelques heures à peine, la méthode de Roman avait accompli ce que des années d'efforts avaient échoué à produire. Chris rompit le silence, la voix tranchante comme une lame. Ce que vous apprenez n'est que la base. Les plus méritants recevront des arts martiaux adaptés à leur potentiel. Un murmure parcourut les rangs. L'Azura, une simple base? Plus tard dans son dortoir, Scott baissa les yeux vers son poignet,
où le transmetteur pesait soudain 1 tonne. Il se tenait au bord du précipice. Rapporter cette découverte à l'Empire Chronos lui assurerait richesse et sécurité pour sa famille. Mais était-ce suffisant? Il repensa à tous ses maîtres d'armes qu'il avait jugés inaptes. Démitri venait de briser cette fatalité en une demi-journée. Scott réalisa alors l'effroyable vérité avec une lucidité glaçante. Bientôt, Roman ne commanderait pas une escouade, mais une armée entière de maîtres d'Aura. L'Empire Chronos était déjà dépassé, et il ne le savait pas encore. Scott serra la mâchoire, le regard perdu dans le vide. L'équation était brutale mais limpide, une seule erreur, et l'Empire Chronos le broierait sans remords. Démitri, en revanche, offrait ce que l'Empire avait oublié, la loyauté. Il activa son transmetteur, la voix basse, urgente. « Pique. C'est moi. Je veux que tu sortes ma famille de Chronos. Emmène-les ici, sur les terres de Démitri. » Il marqua une pause, le cœur battant à tout rompre. « Viens aussi. J'ai vu l'avenir de mes propres yeux. On recommence à zéro, ensemble. » À peine ses propos terminés, une voix s'éleva du transmetteur, calme et autoritaire. « Félicitations, Scott. Tu es officiellement des nôtres. » Scott sursauta. C'était la voix de Chris. Il avait tout entendu. Pas de colère dans sa voix, seulement une validation silencieuse. Scott se tenait là abasourdi dans la chambre. Chris observa la pierre magique. La technique d'Azura n'est pas qu'une technique, pensa-t-il. C'est un filtre. À partir d'aujourd'hui, chaque espion devra choisir son camp. On frappa à la porte sortant Chris de ses pensées. Fred, l'ancien capitaine de l'ordre de Memphis, entra. L'homme qui avait infiltré Démitri sur ordre impérial semblait aujourd'hui porter le poids du monde sur ses épaules. « Est-il encore possible de servir Démitri » demanda-t-il, la voix brisée. Il confessa tout. La grandeur qu'il avait vue ici, la sincérité du commandement qui avait ébranlé ses certitudes de soldat impérial. Il ne voulait plus être un pion de Chronos. « Mais ceux qui m'accompagnent ne sont pas ma vraie famille » avoua-t-il, les mains tremblantes. « Les miens sont otages à Chronos. Si je trahis, ils seront torturés à mort. Je vous en supplie. Protégez-les. Ou renvoyez-moi là-bas. Je garderai vos secrets, je le jure, mais ne les laissez pas payer pour moi. » Chris le fixa, impassible. « Si tu veux être un homme de Démitri, réponds avec une honnêteté totale. L'empereur utilise-t-il des entraves mentales sur ces sujets? As-tu des trous de mémoire? Une présence étrangère dans ton esprit? » Fred fronça les sourcils, confus. Puis, le souvenir le frappa comme un coup de poing. Sa femme, lui demandant pourquoi il oubliait tant de choses ces derniers temps. La fatigue n'était qu'un masque. L'horreur se peignit sur son visage. « Oui, souffla-t-il. C'est vrai. Suis-moi. » lui dit Chris. Chris l'entraîna dans les profondeurs du château, jusqu'à une porte incandescente au bas d'un escalier dérobé. Lorsqu'elle s'ouvrit, Fred écarquilla les yeux. Devant lui s'étendait une ruche bourdonnante d'activités, le secteur renseignement, le cœur névralgique du renseignement de Démitri. Des dizaines d'agents analysaient, traçaient, calculaient. « Est-ce prudent ?» balbutia Fred. « Avec ce qu'il y a dans ma tête. Ici, rien ne nous échappe, trancha Chris. Voici le marché, tu jures fidélité, et le secteur renseignement lance l'opération. Nous avons déjà acheté les gardes-clés et localisé ta famille. Tout est prêt. » Fred resta sidéré. Ils avaient déjà tout prévu. Quant à ton esprit, continua Chris. Tu subiras 1 mois d'entraînement anti-magie pour briser les chaînes de l'empereur. Pourquoi? Demanda Fred, la voix étranglée par l'émotion. Pourquoi prendre un tel risque pour moi? Chris le regarda droit dans les yeux, avec une certitude inébranlable. Parce que ta loyauté vaut ce danger. Une fois que tu es des nôtres, Démitri n'abandonne jamais. Fred tomba à genoux. Les larmes aux yeux, écrasé par la gratitude, il ne prononça qu'une phrase, mais elle avait le poids d'un serment éternel. Ma vie est à Démitri. Ailleurs, dans la cour d'entraînement, la silhouette d'Arès fendait l'air, son épée chantant au rythme impitoyable de la technique d'Azura. Arès figea son geste, l'âme en suspens. Il fixait son épée, mais ce qu'il voyait dépassait le métal. La réponse qu'il avait traquée toute sa vie ne se trouvait pas au bout du monde, mais ici, au cœur de Démitri. La technique Azura n'était pas un simple exercice. C'était un système parfait, une architecture divine résolvant l'éternel chaos du contrôle du mana, définissant des canaux précis pour stocker l'énergie dans un noyau stable. Une théorie si pure qu'elle en devenait effrayante. Le monde s'était moqué lorsque Roman avait rendu public le concept du cœur d'énergie, y voyant une imprudence. Arès comprenait maintenant la vérité. Pour Démitri,
dont les fondations reposaient déjà sur cette perfection, la concurrence n'existait pas. Quel genre d'être peut concevoir une telle chose? Se demanda-t-il, un mélange de frissons et d'admiration parcourant son échine. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. Tant qu'il y aurait une once de ce savoir à dévorer, il ne bougerait pas. Il appartenait à Démitrie. Loin de cette épiphanie, dans la pénombre oppressante du trône de l'Empire Chronos, le marquis Memphis pressait son genou contre la pierre froide. Aucun des espions ne répond, Votre Majesté. Ils ont tous fait défection. Le roi ne cria pas, mais sa voix fit trembler l'air. Des ordures. Ils ont choisi Démitrie contre leur empire? Le verdict tomba, immédiat et sans appel, exterminez-les. Tous. Le roi se replia dans le silence de ses pensées. Les chaînes mentales qui liaient ses pions avaient été tranchées. Une anomalie imprévue. Pourtant, au fond de lui, l'inquiétude n'avait pas sa place. Dans 1 an, songea-t-il. Le grand plan du millénaire touchait à son terme. L'arbre-monde se mourait, sa lumière vacillante laissant place à une énergie obscure, vorace et grandissante. Que Roman Démitrie enrage, qu'il se débatte comme un lion en cage. Cela ne changerait rien. L'avenir était déjà écrit dans les ténèbres. L'atmosphère changea du tout au tout dans le salon de réception des Démitrie. 3 invités de marque venaient d'arriver, menés par Hoffman, le président de la Banque Dorée. Assis face à Roman, une tasse de thé fumante à la main, Hoffman affichait l'aisance de ceux qui possèdent le monde. Même le Valhalla évite de provoquer Chronos, commença-t-il doucement. Pourtant, Démitrie a pu obtenir réparation de guerre. Audacieux. Il posa sa tasse, le regard brillant de convoitise. Démitrie va devenir une puissance continentale. Avec nous comme parrain, votre ascension sera fulgurante. Il abattit sa carte maîtresse, 1 million de pièces d'or. Prêt à taux zéro. Une fortune capable d'acheter des royaumes. En échange, une seule condition. La Banque Dorée doit être impliquée dans toutes vos futures transactions. Le silence de Roman s'étira, lourd et glacial. Vous marchez sur un fil, Hoffman. Lança Roman, prenant de court Hoffman. Lors de l'incident de Redford, vous souteniez Chronos. C'était votre plan, n'est-ce pas? Et maintenant, vous venez me parler de coopération? Hoffman balaya l'accusation d'un geste de la main, jouant la fausse déception. Un vrai banquier regarde vers l'avenir, Seigneur Roman. Le passé est une devise morte. Pensez à ce que nous pouvons bâtir. Non. Le mot claqua comme un fouet. Roman le fixa avec une indifférence terrifiante. Votre offre est rejetée. Hoffman se figea, incrédule. Puis, la colère, rouge et violente, le fit se lever brusquement. Vous êtes fou. Nous sommes des faiseurs de rois. Nous pouvons élever des nations ou les détruire. Roman impassible, ajouta. Je n'ai pas le goût pour les gens de votre espèce. Hoffman tourna les talons, crachant une dernière menace. La Banque Dorée n'oublie jamais une insulte. Vous le regretterez. Il fit un pas. Un seul. Soudain, l'air devint solide. Une pression écrasante, une aura meurtrière, inonda la pièce, clouant le banquier sur place. Arrête-toi, ordonna Roman. Sa voix n'était plus humaine, c'était le grondement d'un prédateur absolu. Tu sembles confus, Hoffman. Tu as vraiment cru pouvoir me montrer de l'hostilité et sortir d'ici vivant? La sueur perla instantanément sur les tempes du banquier. Ses jambes tremblèrent. Vous comptez vraiment me tuer? Bégaya-t-il, sa superbe envolée. Je suis le président de la Banque Dorée. Ma mort ne restera pas impunie. Le regard de Roman n'était pas simplement froid, c'était un abîme insondable. Si vous compreniez réellement ma réputation sur ce continent, vous n'auriez jamais osé ouvrir la bouche. Le banquier Hoffman se figea. La réalisation le frappa de plein fouet, balayant son arrogance. Ce n'était pas un simple noble face à lui. C'était le démon du champ de bataille. Tremblant, il bégaya des excuses, implorant un pardon qu'il ne méritait pas. Roman ignora ses suppliques. Il arracha le contrat des mains moites du banquier. Une impulsion de mana, brève et violente, et le parchemin s'enflamma, se consumant en cendres dans sa paume ouverte. À mon tour de faire une proposition, déclara Roman. Le prix de votre vie est fixé à 1 million de pièces d'or. C'est la seule transaction qui aura lieu ici ce soir. Terrassé, vidé de toute volonté, Hoffman accepta sa défaite. Quelques heures plus tard, l'atmosphère changea radicalement. Le second invité, Edwin Hector, entra. Pas de peur ici, mais une ambition intellectuelle brûlante. Il attaqua directement le sujet, le cœur d'énergie supérieure. Le cerveau, le cœur, le dantian, expliqua Edwin, mimant le flux d'énergie sur son propre corps.
Si le bas stocke le mana et le milieu forme le cercle, alors le haut, le cerveau, doit avoir une fonction transcendante. Percer ce mystère déclencherait une révolution magique. Roman observait l'homme. Sa franchise était une bouffée d'air frais, presque admirable. Démitri et Hector sont alliés, certes, répondit Roman, mais cela ne justifie pas de vous livrer nos secrets les plus gardés. Je ne demande pas la charité, mais un échange équivalent, rétorqua Edwin avec ferveur. Je propose mes résultats de recherche, une fusion de votre savoir et de la théorie moderne de la tour magique du palais céleste. Chronos nous surpasse. Seul, je ne suis rien. Ensemble, nous serons le contrepoids nécessaire. Pensez-vous la tour Phénix de Démitri incapable de résoudre cela seul? Demanda Roman. Non, corrigea rapidement Edwin, sincère. Je ne doute pas de vous. Je souhaite simplement accélérer le résultat pour le bien de tous. Roman, convaincu par cette intégrité, se leva. Suivez-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Ils rejoignirent Félix, le maître de la tour Phénix, qui salua respectueusement Roman. Félix félicita Edwin pour sa récente ascension au 5e cercle. Les politesses furent brèves. Roman ordonna de faire venir Knox et fit ouvrir l'arène magique. Ils pénétrèrent dans une vaste zone fortifiée où se dressaient 2 cibles renforcées. Pourquoi ici? Pensa Edwin, perplexe. Frappez, ordonna Roman. Utilisez votre magie la plus puissante. Ne retenez rien. Les barrières tiendront. Piqué au vif mais déterminé à prouver sa valeur, Edwin se lança. L'air crépita. Il concentra une masse critique de mana, invoquant un canon de tonnerre du 5e cercle. Un rugissement assourdissant retentit dans l'air. L'explosion de lumière et de foudre oblitéra la cible instantanément. Edwin, le souffle court mais satisfait, contempla son œuvre destructrice. C'était la puissance d'un mage d'élite. Roman se tourna alors vers Knox. À toi. Knox s'avança calmement. Il tendit la main. En une fraction de seconde, sans incantation laborieuse, 2 énormes sphères de feu parfaites se matérialisèrent. Les yeux d'Edwin s'écarquillèrent d'horreur et d'incrédulité. Double incantation simultanée? À cette vitesse? C'est impossible. Avant même qu'il ne puisse formuler une pensée, Knox relâcha 2 canons de feu du 5e cercle. Le monde devint blanc. La cible fut non pas détruite, mais vaporisée. Alors que les flammes retombaient, Roman s'adressa à un Edwin pétrifié, sa voix résonnant comme un verdict final. Démitri a déjà intégré la théorie. Le cœur supérieur n'est pas un mystère pour nous. Il désigna la fumée où se tenait la cible. Quand le mana passe du cœur et détonne à travers le cerveau, la puissance devient exponentielle. Et l'incantation. Roman marqua une pause théâtrale. L'incantation devient instantanée. Le silence retomba sur l'arène, plus lourd qu'avant l'explosion. Edwin Hector tremblait, non de peur, mais de réalisation. En utilisant le cœur supérieur, la vitesse d'incantation était doublée, voire triplée. À cercle égal, l'écart de performance était abyssal. Si ce secret s'ébruitait, les mages du continent entier afflueraient aux portes de Démitri comme des affamés. Comme vous le voyez, déclara Roman avec un calme impitoyable, nous n'avons aucune raison de partager ce savoir avec Hector. L'espoir quitta le visage d'Edwin. Il n'avait plus d'arguments. C'est alors que Roman abattit sa dernière carte. Une condition, trancha-t-il. Si le royaume d'Hector prête serment de fidélité à Démitri, sous un lien de maître à vassal, Démitri ne se contentera pas de partager le secret. Nous prendrons la responsabilité de votre avenir. Edwin vacilla sous le poids de la proposition. Roman l'observait attentivement. Il ne voyait pas seulement un prince en détresse, mais un homme fascinant audacieux dans le jugement, décisif au combat, un mage de guerre menant ses troupes en première ligne. Dans sa vie antérieure, Roman avait appris que croire pouvoir tout contrôler seul n'était pas de la force, mais de l'arrogance. La vraie sagesse résidait dans l'assimilation de talents capables de combler ses propres lacunes. Edwin, lui, voyait défiler sa vie. Le fardeau infini porté pour protéger un royaume fragile. Depuis l'enfance jusqu'au jour où il fut sacré l'étoile d'Hector, il n'avait connu que l'endurance et le sacrifice. Au fond de son âme, il ne désirait qu'une chose, la paix pour son peuple. Il releva les yeux, la résolution gravée dans le marbre. Si Roman Démitri promet de sécuriser l'avenir d'Hector, dit-il d'une voix qui ne tremblait plus, alors je vous dédie ma vie avec joie. Il ploya le genou, scellant un pacte solennel. Ce jour-là, Démitri ne gagna pas simplement un royaume satellite. Il gagna Edwin Hector lui-même. Le crépuscule amena un tout autre genre de tempête. Le marquis Valentino fit irruption sans s'annoncer, drapé dans son habituelle théâtralité.
Vous êtes excessif, Démitri, s'écria-t-il en guise de salutation, feignant l'outrage. J'ai tenté d'être patient, mais l'attente de votre nouvelle épée me ronge. J'en perds le sommeil. Roman, amusé par ce contraste avec la gravité des heures précédentes, invita l'excentrique à dîner. Entre deux plats, tandis que Valentino lamentait son stress avec emphase, Roman posa ses conditions. Je forgerai l'épée une fois les affaires courantes réglées. Il y a des éléments que je dois tester personnellement. Donnez-moi un mois. Le visage de Valentino s'illumina instantanément, l'agonie feinte remplacée par une joie enfantine. Un mois. C'est accordé. Plus tard, dans la pénombre du bureau, l'ambiance redevint studieuse. Hans, le majordome, fit son rapport. La banque dorée a envoyé le million d'or. Roman hocha la tête. Il savait qu'il ne paierait pas par honneur, mais par peur. Si une banque brisait un serment scellé, sa crédibilité s'effondrerait. Dehors, les cris des soldats entraînés par Chris résonnaient, insufflant énergie et détermination au domaine. La machine de guerre se préparait. Roman ordonna à Hans, « Je ne quitterai pas la forge pendant un mois. Gérez tout. Je ne veux aucune distraction. » La porte de l'atelier se referma, isolant Roman du monde. Il retira sa chemise, dévoilant un corps sculpté par la guerre et le labeur. La forge n'était pas un passe-temps, c'était son identité originelle. Une compétence affinée à travers d'innombrables épreuves, frôlant souvent la mort. C'était l'essence même de sa poursuite de la perfection. Les flammes s'élevèrent, dansantes et voraces. Roman les contempla, un sourire imperceptible aux lèvres. Il possédait désormais une puissance inédite dans cette vie. Que se passera-t-il, songea-t-il, si je forge une lame en utilisant les flammes d'un démon de feu? Le marteau s'abattit. L'acier chanta. Loin de là, Hoffman brûlait d'une toute autre chaleur, celle de l'humiliation. Roman Démitri avait osé le menacer, lui. La rage lui tordait les entrailles. Il se jura de montrer au monde ce qu'il en coûtait de défier la banque d'or. Un subordonné entra, brisant le fil de ses pensées vindicatives. « Monsieur, nous avons les informations demandées. » Hoffman écouta intensément. Démitri commerçait des quantités massives de fer avec 4 groupes majeurs. Valentino du royaume de Caïro, Zénith de l'Empire Chronos, Muriel du Valhalla et Vincent de l'Union des Royaumes. Il contrôlait 70% de la distribution de fer de Démitri. Zénith de Chronos a déjà coupé les ponts après la guerre, nota Hoffman. Un sourire sombre étira ses lèvres. La stratégie était claire. Il n'avait pas besoin de tuer Roman Démitri pour le détruire. Il suffisait de l'asphyxier. Très bien, murmura Hoffman. Nous allons retourner ses alliés contre lui, un par un. Hoffman ne perdit pas une seconde. Au manoir Valentino, l'accueil fut chaleureux, mais le décorum cachait une surprise. En entrant dans le salon, Hoffman salua le marquis Valentino. Mais son regard accrocha instantanément une autre silhouette, le comte Fabius. Nous étions en pleine discussion, expliqua Valentino avec courtoisie. Si sa présence vous gêne, je peux lui demander de se retirer. Nul besoin, répondit Hoffman, dissimulant son inconfort sous un masque de politesse. Il alla droit au but. Le visage grave, il exposa son grief. Le conflit avec Roman Démitri n'était plus une simple dispute commerciale. C'était une menace de mort. Par respect pour notre longue amitié, je suis venu vous voir en premier. La banque dorée rompt tout lien avec Démitri. Je vous demande d'en faire autant. Valentino, stupéfait, resta silencieux. Hoffman abattit alors son atout maître. Valentino doit cesser tout commerce avec Démitri. Son aura s'assombrissant. Si vous acceptez, la banque annulera tous les intérêts de vos dettes pour les 10 prochaines années. Si vous refusez, nous exigerons le remboursement intégral de chaque prêt. Immédiatement, le silence se brisa. Valentino, le visage rougi par l'indignation, se leva. Vous me demandez de trahir un allié? Jamais. Je rembourserai mes dettes, Hoffman. Mais je ne tournerai pas le dos à Démitri. Refuser signifie votre destruction. Éructa le banquier. Sortez. Tonna Valentino. Et si Lord Démitri refuse de me vendre ses épées à cause de votre visite, vous en porterez l'entière responsabilité. Le comte Fabius, témoin silencieux de la scène, porta sa tasse à ses lèvres, observant la tempête se lever avec un intérêt amusé. La lourde porte du manoir claqua derrière Hoffman. Il marcha vers sa voiture, l'humiliation bouillonnant dans sa poitrine. Comment ose-t-il? Il réalisa son erreur. Il avait sous-estimé le lien tissé entre Valentino et Roman après la rébellion de Caïro et la guerre contre Chronos. Un sentimental, cracha-t-il avec mépris. Il sacrifie l'avenir de sa famille pour des émotions ridicules. Il secoua la tête,
chassant cet échec. Caïro était une cause perdue, mais l'empire du Valhalla ne le serait pas. L'argent y régnait en maître. Nous allons à Valhalla, ordonna-t-il sèchement. Nous ne pouvons pas échouer là-bas. Empire du Valhalla, au domaine du comte Muriel. Hoffmann retrouva son assurance en foulant le sol familier de ce grand domaine. Mais en entrant dans le hall, son sang se glaça. Là, confortablement, se trouvait encore le comte Fabius. Vous? Lâcha Hoffmann, le choc fissurant son masque. Que faites-vous ici? Le comte Muriel intervint précipitamment, sentant la tension monter. Le comte Fabius avait un rendez-vous antérieur. Je vous prie, monsieur Hoffmann, suivez-moi dans l'autre salon. Hoffmann suivit son hôte, la mâchoire serrée, le regard froid. Fabius était-il partout? Une fois isolé, Hoffmann reprit le contrôle par une conversation mondaine. S'enquérant de la santé du vieux père du comte Muriel et des herbes rares qu'il avait fait envoyer. Muriel le remercia profusément. Il n'y a rien que l'argent ne puisse accomplir, se vanta Hoffmann, se penchant en arrière avec arrogance. J'ai fait un effort spécial pour quelqu'un d'important. Puis, son visage se durcit. Le temps des politesses était révolu. Démitri a perdu la tête, commença-t-il, sa voix basse et menaçante. Sa victoire contre Cronos l'a rendu arrogant. Il a menacé ma vie. La banque dorée va l'isoler totalement. Vous commercez l'acier de Démitri, comte. Cessez tout échange. En retour, la banque vous fournira de l'acier à prix réduit et effacera les intérêts de vos prêts. Hoffmann attendait, prêt à refermer le piège. Le comte Muriel prit une profonde inspiration, comme pour aspirer le courage qui lui manquait. Je ne peux pas accepter, lâcha-t-il. Les yeux d'Hoffmann s'écarquillèrent, incrédules. Pardon? Muriel soutint son regard, la voix empreinte d'un regret sincère mais inébranlable. Nous sommes des marchands, Hoffmann, c'est vrai. Mais l'acier de Démitri est irremplaçable. C'est la plus haute qualité du continent. Les guerriers du Valhalla refusent de toucher à autre chose. Sans cet acier, nous perdons notre monopole. Il marqua une pause, pesant la gravité de son prochain argument. Plus important encore, la famille Démitri a mené une révolution martiale et a partagé son savoir avec générosité. La force de ma maison repose sur la puissance de ses guerriers. S'opposer à l'influence de Démitri aujourd'hui, ce ne serait rien de moins que notre ruine. Muriel inclina la tête, une soumission respectueuse mais définitive. Au nom de nos liens ancestraux, je vous en conjure, comprenez ma position. Hoffmann laissa échapper un soupir lourd, chargé de frustration. Il comprenait enfin l'arrogance tranquille de Roman Démitri. Il ne restait plus qu'une seule pièce sur l'échiquier, Vincent, le grand financier de l'Alliance des Royaumes. Un homme à son image, guidé par le profit plutôt que par une loyauté aveugle. Tout ne se passera pas selon le bon vouloir de Démitri, jura-t-il intérieurement, la détermination ravivant sa flamme. Un adage dit, la première rencontre est un hasard, la deuxième le destin, mais la troisième est une fatalité. Soudain ses pas se figèrent net dans le couloir. Là, devant lui. Encore cet homme. Vous? Souffla Hoffmann, le choc le disputant à la colère. Pourquoi êtes-vous encore ici? Le comte Fabius afficha ce sourire narquois qui ne le quittait jamais. On dirait que nous sommes inséparables. Le baron Vincent apparut alors, brisant le duel de regards. Vos créneaux horaires coïncidaient, expliqua-t-il calmement. J'ai donc arrangé une entrevue tripartite. Hoffmann lissa sa veste, ravalant sa surprise pour retrouver sa prestance. Très bien, Vincent. Vous avez l'œil pour la situation. Il se tourna vers l'hôte, le ton tranchant et professionnel. Soyons clairs. La relation entre Démitri et la Banque Dorée est morte et enterrée. Cessez tout commerce avec Démitri. En retour, la Banque Dorée accueillera votre famille au sein de la prestigieuse ligne dorée. Les yeux de Vincent brillèrent. La ligne dorée. Un accès au crédit sur votre seul nom, poursuivit Hoffmann, sentant sa proie mordre. Nous achèterons vos marchandises à bas prix et vous ouvrirons les portes de notre réseau d'élite. Vincent calculait déjà. Une pierre, deux coups. Peut-être plus. L'offre est alléchante, admit-il, hésitant. Mais ma base est ici, dans l'Alliance. Je ne peux ignorer les réalités politiques. Combien de temps comptez-vous rester confiné dans ce petit royaume de Franck? Pressa Hoffmann. Je peux vous établir à Cronos, ou même au Valhalla. Le silence retomba. Vincent tourna lentement la tête vers Fabius. Et vous, comte? Qu'en pensez-vous? Fabius prit un temps de réflexion théâtrale, savourant l'instant. Cela me semble être une excellente affaire. Hoffmann et Vincent échangèrent un regard incertain. Il y avait un piège.
Vincent le sentait. Vous voulez dire que s'allier à la Banque Dorée serait acceptable? Demanda Vincent prudemment. Démitri n'a aucune intention de vous offrir de faveurs spéciales, clarifia Fabius. Et il ne pourra jamais s'aligner sur les conditions financières de la Banque d'Or. Vincent hocha la tête, prêt à accepter, mais le ton de Fabius changea brusquement. Il devint tranchant, froid comme l'acier. Cependant, tous les membres de la ligne dorée sont-ils vraiment égaux? Vincent fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? La voix de Fabius descendit d'une octave, grave et menaçante. Regardez la réalité en face. Croyez-vous vraiment que la Banque Dorée restera votre allié jusqu'à la fin? C'est une bête qui dévore ce qui est doux et recrache ce qui devient amer. Bang! Hoffmann frappa la table du poing. Un calice vacilla, renversant son vin rouge comme une blessure sur la nappe blanche. Imperturbable face à l'éclat de rage, Fabius le fixa droit dans les yeux. Le pouvoir de la banque repose sur le crédit. Celui de Démitri repose sur la loyauté. Il ne trahit jamais une relation établie. C'est la seule promesse que je peux offrir à la famille Vincent. Le doigt tremblant de colère, Hoffmann pointa un index accusateur vers Vincent. Ne vous laissez pas berner par ces mots vides. Le baron Vincent ferma les yeux. Le silence s'étira, lourd de conséquences. D'un côté, la Banque Dorée, une puissance démesurée, mais volatile. De l'autre, Démitri, la confiance et une loyauté d'acier. Vincent rouvrit les yeux. Il se leva et s'inclina devant le comte Fabius avec gravité. Je me tiendrai aux côtés de Démitri. J'accepte l'offre du comte Fabius. Un véritable marchand ne joue pas son avenir sur un coup de tête, trancha Vincent. Imbécile! Hurla Hoffmann. Tu refuses ma main tendue? Je te maudis. Toi et Démitri, vous finirez dans la ruine par ma seule volonté. Une ombre passa dans le regard de Fabius. Baissez d'un ton, Hoffmann. À moins que vous ne soyez pressé de mourir. Hoffmann suffoquait d'indignation. Il y a quelques années à peine, ce Fabius le flattait, rampant pour obtenir ses faveurs. Et maintenant, il osait le menacer? Le banquier bondit de sa chaise. Tu as perdu l'esprit, Fabius. Tu oublies à qui tu parles. Fabius se leva à son tour. Lentement, calmement. C'est toi qui ne saisis pas la situation. Démitri n'a jamais plié le genou, pas même devant la toute-puissance de l'empire de Chronos. Sa voix devint un murmure toxique, chargé de menaces. L'or ne résout pas tous les problèmes de ce monde, Hoffmann. Démitri, lui, connaît la dignité. Mais si tu persistes à nous barrer la route, nous n'aurons plus le choix. Fabius fit un pas en avant. D'où te vient cette arrogance? Si Démitri ordonne ton assassinat ce soir, tes montagnes d'or suffiront-elles à arrêter la lame? Le mot assassinat frappa Hoffmann comme un coup de poing. Il se figea. Cette éventualité ne lui avait jamais traversé l'esprit. Pour la première fois, la peur s'infiltra dans ses veines. Si tu ne veux pas déclencher une guerre, conseilla froidement Fabius, baisse les yeux et disparaît. Tremblant, l'orgueil en miettes mais la rage intacte, Hoffmann pivota sur ses talons et sortit en claquant la porte violemment. Le silence retomba dans la pièce. Fabius expira longuement, ses épaules se détendant. La nuisance est partie. Les vrais joueurs peuvent enfin discuter. Vincent sursauta, surpris par ce changement d'attitude soudainement rayonnant. Rompre avec la Banque Dorée aura un coût pour votre famille, expliqua Fabius en déployant une aura rassurante. Mais Démitri n'est pas ingrat. Vous serez indemnisé, et bien au-delà de vos pertes. Nous ne sommes pas des monstres. Touché par cette sincérité brute, Vincent s'inclina de nouveau, le cœur allégé. Merci pour votre clémence et votre compréhension. Dans ses appartements privés, Hoffmann tremblait de tout son corps. Même Chronos, même la plus grande puissance du continent respecte mon autorité. Et ce Démitri ose m'humilier? Bam! Il frappa la table de ses deux mains, hurlant sa frustration au plafond. Il se redressa, haletant, face au portrait de son ancêtre. La leçon transmise de génération en génération lui revint en mémoire. Quand la réalité échappe au pouvoir de l'argent, cherche le secret enfoui de la banque. Hoffmann n'aurait jamais cru devoir en arriver là de son vivant. Le visage sombre, résolu. Il saisit une dague ornée sur son bureau. Ainsi soit-il. Sans un cri, le visage tordu par une grimace, il abattit la lame. Il trancha sa propre main. Le sang gicla. Ignorant la douleur, il plaqua le membre entaillé sur un mécanisme dissimulé sous le cadre du tableau. Le bouton s'imbiba de sang et se mit à luire d'une lumière surnaturelle. Le mur derrière le portrait trembla et s'ouvrit, révélant le secret que même les plus grands sages du continent n'avaient jamais percé. L'origine de cette richesse infinie.
Devant Hoffmann s'étendaient des piles de lingots d'or à la brillance divine. Et au centre, un buste sculpté coiffé d'une couronne d'or. L'air se mit à vibrer. La statue commença à briller, émettant une onde sonore et une énergie terrifiante qui inonda la chambre. Terrassé par l'aura qui émanait du buste, Hoffmann s'effondra à genoux. Ses mains tremblaient, non plus de colère, mais d'une dévotion absolue. « Seigneur Alexander !» souffla-t-il, la voix brisée par la révérence. Un mois plus tard, dans le domaine des Démitri. Le marquis Valentino arpentait le couloir, l'anxiété lui nouant l'estomac. « Le seigneur Démitri est-il sorti de la forge ?» demanda-t-il pour la 100e fois. Hans, impassible majordome, secoua la tête. « Je vous informerai à la seconde où cela arrivera, marquis. » Le temps s'étira. Les jours devinrent des semaines. L'impatience de Valentino se mua en désespoir. « Je n'attendrai plus ici. Je vais attendre devant la porte de l'atelier. Guidez-moi. »« Je ne peux pas permettre cela, » répondit Hans, poli mais inflexible. « C'est interdit. » Pourtant, sous son masque de calme, Hans commençait à s'inquiéter. Le silence de la forge devenait anormal. Hans convoqua le seigneur Félix. « Utilisez votre magie. Vérifiez l'intérieur. S'il lui est arrivé quelque chose. » Félix hocha la tête et activa un sort de résonance. Ses yeux se révulsèrent sous le choc de la vision. Il en eut le souffle coupé. C'est impossible. La quantité d'énergie ressentie dépassait l'entendement. À l'intérieur, l'atelier n'était plus qu'un brasier. Roman Démitri ne forgeait pas simplement une lame. Il dansait avec l'enfer. Les flammes du démon de feu, extraites des entrailles des montagnes, l'enveloppaient totalement. Mais il ne brûlait pas. Il dominait. Flashback. La voix du forgeron nain résonna dans l'esprit de Roman. Le feu est un don des dieux pour la vie, mais aussi une destruction sans fin. N'essaie pas de le dominer, petit. Accepte-le. C'est sa nature. Dans le présent, le regard de Roman brillait d'une intensité terrifiante. Accepter? Non. Il canalisa son art divin, le Yoma Shingong, repoussant les limites humaines. Je ne me soumets pas à la nature. Je la conquiers. Le feu rugit, tentant de le consumeur, mais la volonté de fer de Roman l'écrasa, forçant l'énergie infernale à s'infuser dans l'acier. Dehors, 15 jours supplémentaires s'étaient écoulés. « Marquis, nous devons rentrer à Caïro », implora un subordonné de Valentino. « Vous négligez vos affaires depuis trop longtemps. » Valentino le foudroya du regard, le visage marqué par la fatigue et l'obsession. « Jamais. Je ne raterai pas la naissance de cette légende. » Soudain, le grincement lourd de la porte de l'atelier brisa le silence. Le seigneur Roman est sorti, annonça une voix. Le visage de Valentino s'illumina d'une joie pure, presque enfantine. Il bondit sur ses pieds. Au château. Tout de suite. Pendant ce temps, Roman contemplait sa nouvelle création. La lame était magnifique et splendide. Une belle arme de destruction. Valentino déboula dans le hall, cherchant son idole du regard. Il tomba nez à nez avec Hans. Où est-il? Où est l'épée? Le jeune maître est parti directement au terrain d'entraînement, répondit Hans simplement. Les jambes de Valentino se dérobèrent. Il s'écroula à genoux, vaincu par le destin. Encore raté. Au terrain d'entraînement, loin de l'agitation, Roman tenait l'arme en main. Même dans sa vie passée, il n'avait jamais atteint un tel sommet. Le démon de feu n'avait pas seulement chauffé le métal, il lui avait donné une âme. Seul sur le terrain d'entraînement, dans son esprit, les mouvements s'assemblaient avec une clarté divine. Lorsqu'il rouvrit les paupières, des flammes dansaient au fond de ses pupilles. Il s'élança. Son corps devint le vecteur d'une puissance sacrée. D'un geste fluide, il libéra la première technique, l'entaille flamboyante. Une onde de choc incandescente déchira le sol, transformant la zone en un brasier hurlant. Sans reprendre son souffle, il enchaîna avec la seconde, la vague de feu. Il concentra toute l'énergie solaire en un point unique avant de frapper. Un jet de plasma perça l'air avec la précision d'un rayon céleste. Puis, il planta l'épée dans la terre, l'explosion ardente. Le sol trembla, se fissura, et vomit un torrent de feu liquide. Enfin, il invoqua l'ultime secret, le démon de feu. Une détonation plus brillante que 1000 soleils illumina le domaine, laissant derrière elle un cratère fumant et une terre vitrifiée. Roman observa le chaos avec une autorité glaciale. Cette technique était l'âme même des terres arides de Démitri, l'héritage d'une lignée de forgerons ayant vécu par et pour le feu. L'épée dégageait la flamme du démon de feu, un art martial digne du démon céleste, celui qui crée l'existence à partir du néant. Plus tard, le marquis Valentino,
les mains moites d'excitation, fut enfin admis auprès de lui. Est-elle terminée? Balbutia-t-il. Elle l'est, répondit Roman. Et le résultat me satisfait. Conformément à sa promesse, Roman fit apporter l'arme par Hans. Le majordome déposa l'épée sur la table avec une précaution religieuse. C'est l'unique pièce que je soumettrai aux enchères, déclara Roman. Si votre prix est juste, elle est à vous. Valentino, tremblant, sortit un appareil de mesure. Lorsqu'il approcha de la lame, l'instrument vira au doré vif. La résonance de mana dépassait le niveau 10. C'était comme pour Blaze, sa précédente création légendaire. Une sueur froide perla sur le front du marquis. Blaze s'était vendu 1200 pièces d'or. Celle-ci en valait le double, au bas mot. Mais l'or suffirait-il seulement? Quel est son nom? Demanda-t-il, la voix étranglée. Le troisième sans nom, répondit calmement Roman. Valentino manqua de s'étouffer. Une telle merveille doit porter un nom digne. J'ai forgé 4 épées, expliqua Roman. Celle-ci n'était que la première étape, une préparation expérimentale pour la dernière. Le nom symbolise le chemin parcouru. Le marquis resta muet. Expérimental? Cela signifiait que cette arme, qui surpassait déjà tout ce qu'il connaissait, était la moins raffinée du lot. Puis-je voir la 4e? Demanda Valentino dans un souffle. Roman l'observa en silence, puis lui tendit l'ultime création. Valentino la saisit, et ses genoux faiblirent. L'épée irradiait une brillance divine, une aura qui ne semblait pas appartenir au monde des hommes. Il comprit enfin, les 100 noms n'étaient pas des échecs, mais des œuvres d'art retraçant la quête de la perfection. Les collectionneurs s'entretueraient pour elle. Et celle-ci, quel est son nom? Son nom est Désastre, répondit Roman. En quittant le château, le marquis Valentino était un homme hanté. Il savait que Désastre était hors de portée des mortels, une œuvre que l'on ne possède pas, mais que l'on vénère. Mais il se fit un serment, peu importe le prix, peu importe le sacrifice, la 3e sans nom devait être sienne. Le doute persistait comme un poison. Pourquoi l'épée Darkness n'avait-elle pas été mise aux enchères? La réponse se trouvait ailleurs. Dans le silence d'une pièce privée, Roman Démitri fit face à son frère, Rodwell. Entre eux, l'acier sombre de l'épée Darkness luisait. « Pourquoi me l'offres-tu » demanda Rodwell, la voix hésitante. « Parce qu'en mon absence, tu es le seul capable de prendre ma place. » Roman fixa son frère. Il ne parlait pas d'un simple voyage, mais d'un fardeau. Il voulait que Rodwell devienne le nouveau visage des ténèbres, un symbole de crainte et de respect. Mais l'évocation de cette absence glaça le sang de son cadet. L'image du sommet d'une falaise vertigineuse se présenta. Roman déclara. La maison Démitri est sur une ligne de crête. Face à l'empire de Chronos, un seul pas en arrière nous condamne à une chute misérable. Roman se tourna vers l'horizon. Même si je ne suis plus là, ta seule présence doit suffire à rassurer notre peuple. Je veux que tu sois le pilier sur lequel il s'appuie quand le ciel s'effondrera. C'est impossible, murmura Rodwell, écrasé par le poids de la comparaison. Je ne pourrai jamais te remplacer. Roman ne répondit pas par des mots. Il tendit sa main gauche. Soudain, une flamme surnaturelle jaillit de sa paume, dévorant l'air ambiant. C'était le feu du démon. L'art de l'inferno sacré permet de partager sa chaleur avec ceux du même sang, expliqua Roman, le regard embrasé. Je vais planter cette semence en toi. Si tu la nourris, si tu la maîtrises, tu atteindras une puissance dépassant tout ce que tu as imaginé. Il marqua une pause, laissant le rugissement du feu combler le silence. Le choix t'appartient. Rodwell ne sia pas. L'hésitation avait disparu de ses yeux, remplacée par une détermination farouche. Si cela me permet de protéger ce que nous avons bâti, j'accepte. Sous le ciel immense, Roman allait initier Rodwell au secret du Blazing Flame Swortar, gravant dans sa chair et son esprit l'art de l'épée flamboyante. Roman posa ses paumes sur le dox de Rodwell et commença. Il grinça des dents un moment afin de ne pas dès le départ surcharger le corps de son frère cadet. Juste après quelques secondes, Rodwell commençait déjà à ressentir le changement dans la structure même de son corps. Roman pensait, cela était juste une fraction minime des flammes du démon. S'il ne l'avait pas dilué avec l'art des flammes infernaux, alors Rodwell n'aurait pas supporté la charge. De retour dans son domaine, le marquis Valentino appela aussitôt un conseil de maison. La 3e sans nom devait être à lui à tout prix. Ses conseillers essayaient en vain de le dissuader de jeter autant de sommes par la fenêtre juste pour une simple épée. Et de plus, quand le marquis donna le montant qu'il devait rasbler, ils étaient sans voix. 4000 pièces d'or. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu et laissez votre impression en commentaire.